Et je me suis pas sentie légitime et du coup, je suis pas allée à fond. Donc voilà, autre erreur que je referai pas, à ne pas y aller à fond. Enfin, ouais, encore une fois, il y a rien à perdre. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis c'est surtout un super moyen de me soutenir et de promouvoir le développement de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une spécialiste du produit que je ne vais pas faire longuir plus longtemps avant d'introduire dans cette conversation. Salut Anaïs. Salut. Bienvenue dans cet épisode. Écoute, je te propose dans un premier temps de te présenter, de dire aux auditeurs et à ceux qui nous regardent qui tu es, d'où tu viens et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. L'histoire de ma vie. Petite Exactement. Question. Ok, donc moi je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans. Ok. Aujourd'hui je suis la cofondatrice d'Edgarab.io. Allez suivre sur Instagram, on fait des super contenus. Avant ça, j'ai fait un certain nombre de choses. Moi, j'ai plutôt un profil business à la base. J'ai fait Dauphine, donc parcours assez classique, type fac, école de commerce. J'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu pendant mes études. Donc, je suis partie 1 an en Inde en L3, donc chose qui a déjà un peu contribué à m'ouvrir l'esprit vers d'autres aventures que juste le 9 to 5. Voilà. Clairement. En L2, j'avais fait une option entrepreneuriat. Alors, c'est hyper anecdotique, mais en vrai, je pense que c'est là où je me suis dit, en fait, c'est pas mal. Je vais entreprendre un moment dans ma vie. Okay. Et donc, voilà, après, je suis partie à l'étranger. Je suis revenue, j'ai fait un premier stage dans le conseil, et pas n'importe où, dans la boîte de conseil interne de Renault-Nissan Consulting, Renault-Nissan, pardon, du groupe Renault-Nissan. Donc, fun. Très fun comme environnement. Peut-être. Non, en vrai, j'ai appris plein de trucs, c'était hyper sympa, j'ai bossé avec des gens super intéressants, c'était une première expérience, j'ai appris un max de choses. Mais c'était un peu un choix de raison. À l'époque, je m'étais demandé est-ce que je fais un premier stage en start-up, parce que c'était déjà un milieu qui m'intéressait, ou bien je fais un stage un peu plus conventionnel, un peu plus corpo, en vrai, bien sûr, pour me dire, bon, ça fera quand même mieux sur le CV que d'aller faire je ne sais quoi dans une start-up qui peut-être mourra dans 6 mois. Puis je pense qu'il faut tester de toute façon. Ouais, exactement. Et en fait, du coup, ça m'a appris plein de choses. Et c'est aussi grâce à ça qu'après, j'ai eu le reste de mes expériences. Donc, voilà, rien n'est fait au hasard, comme d'habitude. Après ça, je suis repartie directement à l'étranger. Je suis allée commencer mon master en double diplôme à Rome. Donc, j'ai habité à Rome, j'ai mangé beaucoup de pâtes, c'était bien. Et ensuite, je suis rentrée en France pour commencer ma césure. D'accord. Et c'est là où je suis rentrée chez Schoolam, donc qui est mon premier vrai job. À l'époque, j'étais stagiaire, mais j'ai fait tous les contrats possibles et imaginables ensuite pendant 4 ans et demi. Et donc, j'ai commencé en stage là-bas pour bosser sur des programmes d'intrapreneuriat. Donc, on m'a recrutée. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire l'intrapreneuriat, mais je me suis dit, oui, bah, c'est des startups, des grands groupes, des trucs un peu ensemble. Je vois à peu près ce que c'est. Et donc, j'ai commencé à bosser sur ce programme-là avec Schoolam. Et en fait, je suis restée parce que ça s'est bien passé et que ça s'est tellement bien passé qu'un des 2 mecs qui m'ont recrutée à l'époque, c'est maintenant mon associé sur la boîte qu'on monte. Donc voilà, on s'est bien entendu professionnellement. Et donc voilà, j'ai fait cette première mission. Après, j'ai testé un peu plein de choses chez Schoolam. J'ai fait de la formation, j'ai fait du coaching d'entrepreneurs, d'intrapreneurs. J'ai essayé de monter des formations, ça n'a pas marché, au product notamment. D'accord. J'ai commencé à m'intéresser du coup au product quand j'étais à Schoolam parce qu'on avait chez Schoolam, il y a un type de mission que j'ai beaucoup fait par la suite, qui est en gros de l'accélération de projets pour des corpos sur lancer des nouveaux produits ou services. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le produit. J'ai bossé pour une première mission pour la santé sur le digital et j'ai bossé avec une designer. J'ai commencé à voir qu'est-ce que ça voulait dire de construire des premiers produits, même si c'était un contexte hyper particulier parce que tu le fais dans une boîte de conseil pour un gros client qui met pas mal d'argent sur la table, donc tu as quand même un certain confort. Et puis, tu as aussi beaucoup de contraintes clients, donc tu n'es pas complètement libre de faire le produit que tu veux.
ils se reconnaîtront, les clients en question, peut-être, s'ils me voient parler. Et donc, voilà, de bosser avec cette designer et de voir le produit commencer à prendre vie, de faire de l'observation sur le terrain et tout. Je me suis dit, mais c'est vachement bien ça, qu'est-ce que c'est en fait? Moi je connaissais pas du tout. Dauphine, dans mes études, j'avais jamais été confrontée à ça. Et donc je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Ouais. Et donc après, j'ai continué à faire un peu d'émissions comme ça. Et puis ensuite, j'ai repris mes études après mon année de césure. Okay. Mais je suis restée en alternance. Ouais. Je suis restée en apprentissage chez Schoolab. Cool. Parce que j'avais pas trop envie de partir non plus, donc c'est bien fait. Et donc j'avais un peu les deux en même temps. Et pendant mon M2, on avait des projets avec des startups dans ma fac. Okay. Et notamment un peu de construction de produits et tout. Et donc j'ai pu remettre un peu les mains dedans à ce moment-là. Et donc après avoir fini mon M2 et être restée chez Schoolab, je me suis dit, bon, il me laisse la place de monter en compétence sur ce sujet-là qui, moi, m'intéresse. Donc je vais le faire. Ouais, bien donc, sûr. Je me suis un peu formée sur le côté. J'ai fait une formation au design crew. Okay. Donc les samedis, c'était trop cool. Ça m'a vachement aidé à formaliser un peu toutes les connaissances que j'avais acquises un peu par-ci par-là en regardant des gens bosser, en commençant à tester des choses et tout. Mais j'avais grave ce syndrome de l'imposteur de oui, non, mais je l'ai fait, mais je suis pas vraiment une designer. Parce que bon, en fait, j'ai pas le diplôme de designer, j'ai pas le beau petit certificat. En fait, on s'en fout, c'est pas grave. Et donc, je me suis quand même formée pour me dire, ok, est-ce que j'ai des trous dans la raquette dans ma connaissance, ou en fait, est-ce que je suis prête à me vendre aussi comme designer et à l'assumer, cette posture-là aussi face à des clients. Et donc, j'ai fait ça. J'ai commencé à prendre des missions en design avec Schoolab. Donc, notamment, il y a un gros projet là, qui sort fin novembre, donc je peux pas en parler maintenant, mais peut-être que quand l'épisode sortira, ce sera sorti. Mais bon, bref, c'est un bête de projet pour le groupe LVMH. Donc, c'est un peu aussi là où j'ai commencé à faire mes armes. Sympa comme client. Comment ? Sympa comme client. Ouais, petit client. Petit client, petit projet, vraiment, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, mais c'était hyper bien, parce que du coup, eux, ils sont intrapreneurs aussi. Donc, en fait, ils se lançaient avec nous, et donc on a pu tester plein de choses ensemble. Et donc, c'était vachement intéressant. On a beaucoup appris ensemble aussi, donc c'était assez marrant. Et voilà, et à côté de ça, j'ai commencé... Enfin, du coup, je disais, il y a un de mes deux associés aujourd'hui, Étienne, qui m'a recrutée à l'époque avec un autre de Schoolab, qui se reconnaîtra aussi. Et en fait, lui et un autre associé de Schoolab, parce qu'ils sont tous les deux associés, ils avaient envie de faire un peu autre chose. Et en fait, on a commencé à bosser un peu plus ensemble pour monter des business pour des corpos. Donc un peu l'étape d'après des petits projets dont je te parlais tout à l'heure, de 3 à 6 mois. Où là, on était, OK, là, on a l'objectif de lancer des vrais bises pour nos clients. Et donc, on a commencé à bosser un peu tous les trois comme ça. Et à un moment, on a exploré plein de choses. Pour la blague, on avait des idées sur la protection de la diversité avec des sweatshirts animaux. Enfin, des trucs un peu absurdes, tu vois. Je sais pas trop à quel corpo on aurait vendu ça, mais bon, il y avait des trucs un peu drôles dans le lot. Et au final, on a commencé à bosser sur des produits ensemble. Et donc, pour l'histoire, il y a donc Pierre qui est tech, il est dev, il s'est formé tout seul, il est autodidacte. Et donc, maintenant, il est notre CTO chez Edgar. J'anticipe sur la suite. Donc, lui, il était sur toute la partie technique. Étienne, il a un profil beaucoup plus financier, donc c'est un peu le mec qui gère le business, quoi. C'est les chiffres, qui a parlé aux banques et aux investisseurs. Exactement, il était banquier avant, donc il connaît très bien la population. Donc lui, il avait plutôt cette vision, marché et vraiment business. Et du coup, moi, j'étais un peu la caution produit là-dedans et surtout design. Plus design que produit. Enfin, je sais pas trop quelle différence on peut en faire, mais moi, je m'identifie plus au design parce que... L'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Non, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est petite subtilité, comme tu sais pas, selon les boîtes, tu sais pas qui définit product manager comme product owner ou pas. Bref, c'est autre débat, peut-être autre podcast. Exactement. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Et donc oui, on a commencé à bosser tous les trois sur différents projets, et notamment sur un projet de mailing. Et en bossant, en fait, le projet avait commencé parce qu'on s'était rendu compte que, notamment dans les communautés d'entrepreneurs, il y avait des besoins d'entrepreneurs et d'entrepreneurs.
il y avait des besoins de tenir au courant pas mal de parties prenantes et que les outils de publipostage aujourd'hui, en gros, étaient tous un peu merdiques. Tu vois, les Mailchimp, c'est bien, mais tu tombes dans les spams 50% du temps. Et après, les autres, ils sont pas forcément user-friendly, même s'ils sont plus efficaces. Donc nous, on a un peu voulu se mettre sur ce credo-là. Et en fait, donc, en faisant pas mal de recherche utilisateur, de discovery, on s'est rendu compte que, donc il y a ces cibles-là, entrepreneurs, mais il y a aussi plein de gens qu'on a commencé à identifier, des coachs, des artistes, etc. Et en fait, en parlant à ces gens-là, on s'est dit, c'est cool le mail, mais c'est pas forcément leur plus gros problème. Il y a aussi tout un truc sur la gestion aussi des réseaux sociaux, notamment de la communication sur les réseaux sociaux, communication en direct, j'entends pas tant la partie marketing, qui est aussi un problème, mais bon, c'est Instagram, quoi. Et donc voilà, pour plein de raisons, les initiatives autour du mail se sont arrêtées dans le cadre de Schoolab. Mais Étienne, Pierre et moi, on avait envie de continuer à bosser ensemble. On est très sensibles au sujet aux indépendants, les gens qui veulent se lancer, qui veulent vivre de leur passion. Et c'est un peu ces gens-là qu'on avait commencé à identifier quand on bossait sur l'outil de mail. Et on s'est dit, on arrête tout ça, on reprend un peu un rôle plus classique chez Schoolab. Et advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Et en fait, chemin faisant, on a continué à bosser ensemble, à se voir et à se dire, ce truc-là, des indépendants créatifs sur Instagram, il y a quand même un truc à faire. C'est des populations qu'on aime beaucoup. Tu vois, moi, j'ai les ongles faits, j'ai des tatouages. Ils ont fait plein de tatouages depuis qu'on bosse ensemble aussi, mes associés, donc c'est assez rigolo. Et entre autres. Et en fait, c'est un truc qui nous tenait pas mal à cœur tous les trois. Et donc, on a commencé à y réfléchir un petit peu, à aller parler à des gens. Continuer un peu notre phase d'exploration complètement en dehors de Schoolab, mais plus nous trois en tant qu'individus. En fait, on aime bien bosser ensemble. On sent qu'il y a des gens à aller interroger un peu plus pour voir ce qu'on pourrait découvrir derrière. Et donc, on a fait un peu de la discovery sauvage pendant quelques mois avant de se dire, là, à l'été, en gros, en fait, il y a un truc. Faut qu'on le teste sur cette cible-là des indépendants, créatifs ou pas nécessairement, mais en tout cas les indépendants qui vendent du service sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Ils ont un vrai sujet d'être bien outillés pour faire leur business, chose que Instagram ne permet pas du tout aujourd'hui parce que leur stratégie est beaucoup plus sur du e-commerce, sur du business physique en fait. Et le service est super mal adressé. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire par ici, par exemple Et donc, voilà, on a commencé à creuser un petit peu plus, à tester un premier proto pendant l'été, vraiment de briques et de broc pour tester une première proposition de valeur. Tu as testé la proposition de valeur en plusieurs morceaux avant d'avoir la proposition de valeur globale. Génial. Et voilà, et donc on s'est dit, on a des premiers retours qui sont positifs. On croit à la mission qu'on a envie de porter avec Edgar. Donc c'est Edgar, spoiler, c'était ça dont je parlais tout à l'heure. Et donc on est partis tous les trois de Schoolab à la fin de l'été pour monter ce projet. Ok, génial. Donc ça adresse uniquement la messagerie Instagram ou Pour l'instant, uniquement Instagram, parce qu'on pense qu'il y a un truc à faire sur TikTok, mais ils sont pas du tout matures en termes de gestion de business encore. On les regarde de très près, évidemment, parce que la guerre entre Insta et TikTok, on la voit tous, même les gens qui bossent pas dans les réseaux sociaux, on le voit, c'est assez évident. Donc, on sait qu'il y a un truc à faire sur TikTok. On n'a pas encore la bonne porte d'entrée, mais on regarde. Aujourd'hui, ils ont pas vraiment de messagerie. En tout cas, c'est pas trop... Pour l'instant, c'est pas le but, C'est plutôt de la visibilité. C'est génial pour de la viralité, mais pour faire du business, c'est pas encore complètement ça. Bien sûr. Donc pour l'instant, principalement Instagram, parce que c'est là où est notre cible, en fait. Et LinkedIn, vous avez regardé un peu ou pas LinkedIn, un petit peu aussi, notamment pour plutôt des coachs. Des coachs pro, des coachs perso. Voilà. Après, on est encore en train d'explorer plein de nos cibles. On en découvre tous les jours. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, je découvre une nouvelle cible potentielle de Edgar, ce qui est extrêmement bon signe. Non, mais c'est clair. Tiens, mais t'as pensé aux producteurs de musique ? Pas du tout, non, mais allons-y. Viens, on en parle, pas de souci, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il faut qu'on arrive à prioriser aussi, parce que c'est ça le truc quand on dit « Ah ouais, mais attends, Michel, il a un truc qui pourrait t'intéresser, et lui aussi, il gère avec des DM ». Il faut arriver à prioriser un petit peu et à dire, OK, on sait qu'on a un potentiel marché assez intéressant parce que
notamment avec le Covid, tous ces métiers-là, tous les indépendants qui se sont lancés, tous les gens qui se sont lancés en indépendant pendant le Covid, c'est un truc de ouf. Je sais pas, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je disais, on fait des contenus pour notre Insta, on interviewe des gens. D'accord. Donc des artistes ou des gens qui se sont lancés. On a interviewé des tatoueurs, des nail artistes. Là, on va interviewer une cartomancienne, donc une astrologue qui lit les cartes, qui fait du tarot. Ouais. Donc c'est trop bien. Et en fait, tous ces métiers-là, ils sont en plein essor en fait sur Instagram, et il y a énormément de gens qui le faisaient un peu parce qu'ils trouvaient ça cool, un peu sur leur temps perso, qui maintenant le font à temps plein et en ont fait leur vrai job depuis le Covid en fait, où ils ont eu plein de temps pour explorer. Ah bah c'est clair, hein. Mais le Covid a développé de nouvelles vocations, plein de personnes se sont trouvées, ont converti un peu leur passion en business, hein. Ils se sont aperçus qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec, donc ouais, c'est clair que c'est chouette. Mais avec la musique, il y a plein de choses à faire. Je pourrais te présenter Tom Descoster. Donc Tom, si tu nous regardes, j'ai tourné un épisode. Je veux bien qu'on se parle. J'ai tourné un épisode avec lui, donc Tom qui est producteur de musique et qui a créé un label et qui travaille aussi pour Sony Music en tant que dénicheur de nouvelles pépites. Trop bien. Donc ouais, très cool. Trop cool. On est en contact aussi avec une boîte qui s'appelle Studiomatic, qui fait de la location de studios d'enregistrement. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Si, ouais. Mais donc on est en discussion avec eux, on a un partenariat avec eux pour proposer notre outil aux gens qui utilisent leur plateforme pour qu'eux puissent mieux gérer leurs propres réservations après sur les créneaux qu'ils bookent. Ok, trop bien. On explore. Ok, super. Et donc pour l'instant, l'avenir un peu d'Edgar, ce qui va arriver, pour l'instant vous êtes en bêta, je crois. Quelles sont un peu les suites à donner de tout ça ? Ouais, là pour l'instant on est en bêta, on a une petite vingtaine d'utilisateurs depuis septembre. D'accord. Qui sont des gens qu'on a rencontrés en vrai, avec qui on discute, qu'on harcèle un peu par message pour dire alors et ça t'en penses quoi ça t'as testé parce que ça vient de sortir, c'est super bien et tout. Donc dès qu'on a des releases de features, on leur envoie un message avec Edgar, du coup avec notre outil. Ouais. On l'utilise aussi pour... il est génial, testez-le. Pour pouvoir relancer nos utilisateurs. Et donc là, on est vraiment dans une phase de test. On teste plein de choses en parallèle. On teste plein de canaux d'acquisition différents. On teste plein de features différentes qu'on essaye de sortir à un rythme un peu élevé pour pouvoir tester rapidement les idées qu'on a en tête. Okay. On teste la proposition de valeur en allant on continue à faire énormément de discovery au quotidien, rencontrer des gens, leur pitcher aussi le produit sans forcément chercher à les onboarder tout de suite. Hyper important d'aller parler à ses utilisateurs, essayer de vraiment creuser quel est le problème derrière. Et pas juste rester en surface, et aussi faire hyper attention à ses propres biais. On en a tous parce que c'est hyper naturel. On a tous des parcours et des expériences de vie qui font qu'on est hyper biaisé. On n'a pas tous les mêmes en plus, donc c'est encore plus compliqué. Et du coup, nous, ce qu'on fait tous les trois avec mes associés, c'est qu'on essaie d'en prendre conscience et de les exprimer pour essayer de s'en détacher un petit peu. Et du coup, moi, un truc qu'on fait... Alors, certainement pas assez souvent, et on a aussi nos défauts, évidemment on n'est pas parfait, donc parfois on va à la conclusion sans avoir fait le chemin, mais c'est ce qu'il faut faire en règle générale. Mais un bon exercice, je trouve, c'est de vraiment mettre à plat sur papier, ok, c'est ça un peu moi mes croyances quand je commence un projet ou quand je commence une exploration pour une fonctionnalité par exemple. De dire, moi je pense qu'ils font ça parce que nos utilisateurs, ils utilisent tel outil ou telle alternative parce que c'est pas cher, parce que c'est machin. Et en fait, tu te rends compte en faisant de l'interview que c'est pas forcément vrai, et c'est bien d'avoir mis tes biais de côté parce que du coup, tu guides moins la personne quand tu vas discuter avec elle et essayer de creuser un peu comment elle fonctionne. Moins il y a d'a priori, plus c'est ouvert et plus ça laisse libre cours au champ du possible. Donc carrément. Alors c'est super intéressant qu'on parle de discovery parce que c'est un peu l'un des plus gros problèmes. Tester son idée de départ ou son problème, c'est tout par de là. Donc si on rate cette étape-là, c'est mort. Quels sont, toi, tes conseils sur comment tu ferais justement pour faire cette discovery ? Comment tu rencontres tes potentiels utilisateurs ? Est-ce que c'est par les réseaux ? Est-ce que c'est par réseau, on peut dire Instagram ou par LinkedIn ? Alors bien sûr, ça dépend de l'audience, j'entends. Mais comment tu fais pour les adresser ? C'est un peu, tu peux nous dire
comment, par exemple, là, pour Edgar, vous avez fait Alors, pour Edgar, on teste encore plein de choses, mais on a déjà testé quelques trucs. Nous, on s'est rendu compte que sur nos cibles, en fait, c'est des cibles où les gens se parlent énormément entre eux. D'accord. Donc, en fait, si tu arrives à choper un peu une entrée, après, c'est quand même vachement plus simple parce que, ah oui, mais attends, Edgar, mais oui, ça me dit un truc parce que j'étais dans tel salon il n'y a pas longtemps et on m'en a parlé ou un truc comme ça. Donc ça marche vachement bien. Essayer de comprendre c'est quoi un peu les systèmes d'influence, entre gros guillemets, hein, tu vois, mais sur tes cibles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une influence ou une importance particulière auprès de ta cible ? Il faut aller voir ces gens-là pour comprendre eux aussi comment ils s'adressent à leur cible, à leur audience. Et puis, essayer de les rencontrer en vrai. Alors, c'est marrant parce que dans l'équipe, on est quand même plutôt introvertis. Donc, c'est vraiment pas le truc le plus évident à faire. Tu vois, il y a peut-être Pierre qui est le plus extraverti des trois, mais c'est le dev. Donc, en fait, il va pas forcément tout le temps en discovery. Non, c'est clair. Mais du coup, faut se faire un peu violence et dire, en fait, il y a rien de mieux que d'aller voir les gens en vrai. Après, il faut aussi trouver le bon moment. Pour l'exemple, nous, on a identifié qu'il y a un événement qui est organisé assez régulièrement qui s'appelle le Tattoo Village, où il y a pas mal de gens de notre cible qui sont présents. Et la première fois, on y est allé, on a imprimé des cartes de visite avec un QR code et tout, en mode genre, vas-y, on va faire de l'acquisition à balle, on va rencontrer plein de monde, ça va être trop bien et tout. On est arrivé, tout le monde était en train de bosser, mais tu vois, en fait, c'était le but, quoi. On est juste complètement passé à côté de l'essentiel qui est... ils sont pas là pour tchatcher et réseauter, machin. Ils sont là pour taffer. Ils sont là de 13h à 20h en train de tatouer ou de faire les ongles ou machin toute la journée. Et nous, on était là, ça t'intéresse une application pour gérer tes DM ? Et les mecs étaient, mais en fait, laisse-moi tranquille, je suis en train de bosser, quoi. Donc là, on a compris que, bon, ok, c'est bien d'arriver à identifier les moments où les trucs... les moments où les événements ou les gens qui ont de l'influence, mais il faut aussi comprendre c'est quoi le bon timing pour aller parler à ta cible. Aussi, un truc important, c'est d'identifier où se trouve ta cible. Nous, nos utilisateurs, ils sont sur Instagram parce que c'est là où ils bossent, en fait. Et donc, ils ont l'habitude d'être dessus. Ils sont dessus peut-être 10 heures par jour. Parfois, ils en ont hyper marre, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. Mais donc, nous, c'est assez évident que c'est par là qu'il faut rentrer. En développant du contenu, un compte Instagram qui nous donne un peu de légitimité. Dire, en fait, on vous comprend, tu vois, on fait des mèmes, on fait des portraits d'artistes qu'on va interviewer sur comment ils se sont lancés, c'est quoi un peu leurs conseils pour d'autres qui voudraient se lancer. Et on envoie du DM. Parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'ils prennent le rendez-vous, c'est comme ça, et c'est aussi pour ça que nous, on est là. Bien sûr, quand carrément. on voit des stories, on suit un paquet de gens, notamment de tatoueurs, nail artistes et tout. Quand on voit des stories de « Ah, j'ai perdu telle personne avec qui j'ai rendez-vous cet après-midi », on répond en fait à la story en disant « Hey, si tu veux ne plus perdre tes contacts, il y a Edgar en fait. » Si tu veux mettre la fin aux galères, exactement. Donc tu vois, on teste des petits trucs comme ça, hyper opportunistes. Mais finalement, tu commences à te faire connaître, tu vois, les gens, ils voient un peu ton nom revenir. Un autre truc qu'on fait aussi, c'est on va liker et commenter des posts de gens de notre cible. D'accord. On fait des recherches, on passe des heures sur Instagram à trouver des comptes qui pourraient être des gens de notre cible. Et après, on va, de manière, tu vois, une fois par semaine, on fait des roulements entre les gens de l'équipe. Et on va liker, commenter plein de posts sur Instagram. Et en fait, on s'est dit, ok, mais ça nous prend un temps de malade. On ne sait pas si ça a un vrai retour sur investissement. Et là, après quelques semaines à le faire, on a des premiers leads entrants qui sont juste de ça, en fait. Juste des gens qui voient ton nom, qui vont voir ton compte, qui voient le bon post au bon moment, où, tu vois. Et du coup, bon, voilà, faut un peu tester plein de trucs. Mais pour résumer, trouver là où ils sont déjà. Pas essayer de les amener sur autre chose parce que ça sert à rien. Donc si c'est plutôt des cibles pro, LinkedIn évidemment, tu vois. On a la chance et la malchance de vivre dans un monde avec des réseaux sociaux qui sont hyper présents. Utilisons-les, quoi. Carrément. Et pas avoir peur de faire des trucs où tu te sens un peu débile.
sur le coup. C'est genre, y a aucune chance que ça marche, en fait. C'est ridicule. Ouais. Mais en fait, t'es pas à l'abri que ça fonctionne ou qu'à minima, ça te ramène un petit peu de ok, mais t'avais vu ces gens-là? Parce qu'ils sont un peu bizarres quand même. Hein. Ils se baladaient dans le salon avec des cartes de visite, on sait pas trop c'est. Bah, tu vois, enfin. Ouais. Au final, voilà. Trouver un peu les gens d'influence, trouver les bons réseaux et pas avoir peur de tester plein de trucs. Parce que, tu vois, au mieux, ils se rappellent de toi et ils sont là, ah, mais oui, j'ai entendu parler. Au pire, ils s'en souviendront jamais et dans 6 mois, tu y retournes et ils auront oublié, quoi. Ouais, carrément. Donc, une fois que tu as défini ta cible, que tu as analysé ta problématique, qu'est-ce que tu fais en premier ? Est-ce que tu essayes de coder ? Est-ce que tu essayes de faire un MVP que tu vas déjà présenter juste sur un PowerPoint ou juste sur des idées en vendant un produit qui n'existe pas encore, mais pour s'assurer qu'effectivement, tu as bien cerné ? Voilà, qu'est-ce que tu ferais un peu si tu devais recréer un produit ? À nouveau, ça dépend du produit et de la cible. Dans mon ancienne vie, du coup, à Schoolab, on faisait que de la maquette. Et tant que c'était pas testé, même en petit volume. Donc, par maquette, qu'est-ce que tu entends ? Juste des screens sur Figma, quoi. On faisait des designs sur Figma avec des flows connectés, des prototypes cliquables. Figma est un merveilleux outil. Donc, tu peux quand même faire énormément de choses. Ou tu vois, même avec des mails et tout, tu peux tester plein de trucs hyper rapidement sur des petites communautés de gens déjà un petit peu engagés, avec qui tu as déjà parlé et tout. Donc ça, c'est trop bien. Ça a l'inconvénient d'être souvent sur des petites cibles et du coup, potentiellement, tu as des gens avec qui tu as déjà parlé, donc faut faire attention à ce que ce soit pas trop biaisé. Mais voilà, ça te permet quand même de valider des trucs assez évidents de proposition de valeur et d'expérience utilisateur avant de lancer n'importe quel dev. Après, sur Edgar, on a eu moins la possibilité de faire ça parce que je pense qu'on a été un peu peureux aussi. Tu vois, si je devais refaire un truc potentiellement sur cette étape-là, je pense que c'est aussi de ma faute, parce que je suis genre non mais le design il faut qu'il soit parfait et tout, avant qu'on y aille, faut pas faire ça en vrai, je le sais, mais là c'est mon produit donc j'ai envie que ce soit bien, tu vois, donc c'est un peu voilà, je suis une mauvaise ne designer. Faisons pas ce qu'on conseille. Exactement, voilà, j'ai passé des années à conseiller des entrepreneurs et des intrapreneurs, on s'en fout, c'est moche, c'est pas grave et tout, et maintenant c'est mon produit, je suis genre non mais attends, le bouton il est pas bien. Donc bon voilà, faut savoir se détacher de ça aussi, mais après sur Edgar on a un produit qui est quand même hyper tech et la première brique de la proposition de valeur qui est on t'aide à gérer tes DM, on a besoin d'être connecté à Instagram. Donc on était forcément obligé d'avoir toute une phase de dev, notamment avec Pierre, bravo et merci. Il s'est tapé un max d'aller-retour avec Instagram pour qu'on ait des accès à l'API, quoi. Okay. Et maintenant on a l'accès à l'API, on est complètement validé par Insta, donc c'est trop bien. Mais tu vois, on a eu ce temps incompressible on peut rien tester à part la proposition de valeur et de dire ah ouais, tu veux gérer tes DM mieux et prendre tes rendez-vous directement dans tes DM et accepter les paiements dans tes DM et tout, sur le principe tout le monde est genre bah ouais, ça a l'air cool, tu vois. Mais bon, il y a aussi une différence entre la proposition de valeur enfin tu vois, elle est claire, elle est évidemment que je vends du service sur Insta, ça m'aide d'avoir un truc centralisé. Mais voilà, c'est pas la même chose d'avoir le produit entre les mains. Et donc, faut essayer de trouver la manière d'avoir c'est la définition du MVP en fait, le truc minimum qui te délivre le max de ta proposition de valeur. Et pas avoir peur de jeter des trucs à la poubelle, pas avoir peur de tester rapidement, même si ça bug, même si ça va péter, même si l'onboarding il est compliqué, même si tout ça. En fait, tant que tu arrives à déjà valider des points d'intérêt, une première traction et des premiers points de l'expérience utilisateur, déjà, tu n'apprends jamais autant que quand tu as quelqu'un qui utilise ton produit, en fait. Avoir les premiers feedbacks, c'est super important. Ouais, exactement. Moi, j'adore ça. Enfin, vraiment, on est trop content quand on a de la data ou quand on a des feedbacks quali. On est trop content parce que ça nous aide vachement à orienter les étapes d'après. En vrai, moi, je pense qu'on est encore au MVP aujourd'hui. Tu vois, ça fait quelques mois qu'on est lancé, qu'on a des gens qui utilisent le produit. Après, est-ce qu'un produit est jamais terminé ? Ça, c'est une autre question. Mais, c'est clair. Mais on est encore au tout début, quoi. Donc, on teste plein de trucs. Carrément. Alors, avec ton expérience chez Schoolab et là chez Edgar, est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais pas, que tu as pu identifier et qu'aujourd'hui, compte tenu de ton expérience, tu ferais différemment ? Donc, potentiellement quelque chose sur lequel vous êtes planté, mais en tout cas que voilà, tu modifierais.
Ouais, j'ai peut-être 2 réponses très différentes pour ça. Quand j'étais à School Lab, j'avais essayé avec Étienne, d'ailleurs toujours dans les bons plans celui-là, de monter une formation au product. Ouais. Et en fait, le truc n'avait pas du tout marché. L'idée était bonne, mais et le moment était parfait. Donc vraiment, c'est que de ma faute. Il n'y a que moi à blâmer dans l'histoire. Non, pas du tout. Mais en fait, en plus, je me suis entourée de gens hyper talentueux. Il y avait Benoît Cotte, ancien de Partout, qui était le cofondateur de Partout. Il y avait Rachad, que tu connais aussi, qui est le fondateur de Rhapsody. Il est partout, donc, Rachad. Vraiment partout, mais il est excellent. Là-dessus. Non, on avait plein de gens hyper talentueux qui bossaient avec nous. Et en fait, je pense... j'ai trop attendu qu'on me donne la permission. J'ai trop attendu qu'on me donne les moyens et j'ai trop succombé au syndrome de l'imposteur. Non mais j'ai jamais vraiment fait de product en fait, tu vois, j'en ai fait chez School Lab, mais tu vois, c'est que pour des clients et puis dans un cadre un peu particulier. Non mais tu vois, je suis pas vraiment designer. Bon, à refaire, en fait on s'en fout. Les gens ils ont envie d'apprendre, nous on a des trucs à leur dire. Ça sera certainement pas parfait la première fois, mais il faut y aller, en fait. Parce que sinon, tu regrettes. C'est juste dommage. Tu vois, c'est quoi le risque quand tu te plantes ? C'est tu te sens un peu couillon, quoi. T'es un peu mort de honte. Ça a planté. Voilà. Écoute, c'est nul, quoi. Mais on n'apprend jamais autant que comme ça. Donc, Exactement. Et en fait, c'est pas la mort. Tant que tu crames pas 10 ans d'économie en 2 semaines et que... tu vois, si tu te mets pas en danger et que... ça n'a pas des conséquences terribles... Dans 99% des cas, tu rebondis en fait. Et voilà, moi j'ai fait cette formation product, ça n'a pas marché. Je suis partie monter une boîte. Donc finalement, tu vois, c'était pas. Qu'est-ce qui a pas marché ? Il y a eu des étapes entre les deux quand même. Je suis pas juste partie de ça. Bien sûr. Mais ce qui a pas marché, c'est qu'en fait, on n'a jamais lancé. Tu vois, rien que ça, tu vois. J'avais ouvert les inscriptions, j'ai eu des leads entrants, je faisais même pas de com dessus. Mais je me suis dit, mais je peux pas. Vous avez jamais rendu public la formation Non, pas officiellement, c'était un peu en ligne et tout, mais on n'a pas beaucoup communiqué dessus. J'avais organisé des confs, notamment à nouveau avec Rachad, avec une PM de chez Facebook. On avait un truc trop cool, quoi. Et en fait, je pense, j'ai procrastiné parce que j'avais un peu peur de mettre vraiment dans les syllabus, tu vois, dans les trucs vraiment concrets, on leur apprend quoi. Et je me suis pas sentie légitime et du coup, je suis pas allée à fond. Donc voilà, autre erreur que je ne referai pas, à ne pas y aller à fond. Encore une fois, il n'y a rien à perdre. Complètement. Et après, sur Edgar, peut-être plus concret, je pense que... mais en même temps, assez lié à ce que je viens de dire, le truc d'y aller à fond, je pense au début, un peu cet été et tout, en tout cas, je vais parler pour moi, parce que je vais pas parler pour les absents, les associés ne sont pas là. Mais moi, j'ai eu un peu ce truc de non, mais on n'est pas prêt à commencer à faire tester le produit et tout, parce qu'on n'a pas encore fait assez de discovery, on n'est pas encore assez sûr que le problème, c'est celui-là et tout. Et en fait, maintenant, on y est dans l'acquisition et on teste et on essaye de faire grandir notre communauté de bêta testeurs et tout, et ça marche plutôt bien. On a des super bons retours, vraiment, fallait juste y aller. Et du coup, c'est toujours un peu ce truc de allez, il me faut une petite tape dans le dos là pour pas attendre que ça vienne à toi, parce que ça sera pas le cas. Après, pour ta défense, c'est pas évident, parce qu'on se dit est-ce que j'ai vraiment bien défini mon problème ? Est-ce que je suis sûr que c'est un problème ? Mais en fait, à nouveau, tu vois, tout ça, tu peux pas en être sûr tant que t'as pas commencé à essayer de mettre ton produit dans les mains de quelqu'un. C'est clair. Et nous, tu vois, on a eu des différentes phases. Au début, il y a 2 mois, notre produit il ressemblait pas du tout à ce à quoi il ressemble maintenant. Dans 2 mois, il ressemblera plus non plus à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Mais en fait, d'avoir des premiers retours des gens, ou même des gens qui te disent non, ça m'intéresse pas en fait, c'est hyper riche. Bien sûr. Sur le moment, t'es genre non, mais attends, mais c'est l'œuvre de ma vie, pourquoi tu veux pas le tester ? Genre, franchement, on est sûr, pourtant on a parlé à plein de monde. La proposition de valeur, le problème il est évident pour nous, oui, mais en fait si tu l'adresses pas correctement, ou tu vois, s'il te manque juste un petit truc, bien sûr. Voilà. Mais donc ça nous pousse. Donc c'est ça,
c'est pas avoir peur de se confronter vite aux utilisateurs, même si ton truc il est un peu brinque-ballant, que il bug une fois sur deux, que voilà, en fait ça fait partie du jeu et il faut bien s'entourer aussi. Nous, on avait construit une communauté WhatsApp avec des gens qui sont devenus un peu nos bêta-users maintenant. Cool. Où Étienne, un de mes associés, il donnait pas mal de tips sur comment bien gérer son compte Insta. Ah ouais, génial. Et en fait, ça a été une manière de les impliquer avec nous, de discuter, d'avoir leurs problématiques en live sur notre WhatsApp, où on avait des retours en live de ok, mais alors attends, j'ai un problème avec mes DM, je fais quoi? Mais c'est une mine d'or, en fait, c'est clair. pour nous, ces trucs-là. Ouais. Et surtout, ça crée un lien qui après est hyper intéressant quand tu veux tester du produit, surtout du produit hyper early stage, quoi. Bah oui, non, mais c'est clair. Il faut se convaincre d'ailleurs que les retours, surtout négatifs, on va dire, vont être les plus instructifs. Parce que généralement, quand on nous dit ouais, c'est cool, c'est bien, c'est difficile de vraiment mettre les mots sur ce qui nous plaît, etc. Par contre, ce qui nous plaît pas, ça, généralement, c'est assez facile. Assez facile à formuler, ouais. Et puis après, t'as ceux qui te disent ah ouais, super sympa, machin. Et puis après, tu leur mets le produit dans les mains et tu vas voir sur Mixpanel et je n'ai pas ouvert l'application, en fait. Ouais. Genre, bon, alors du coup, c'est quoi le problème? Oui, parce que... merci par complaisance, mais... Ouais, en fait, j'ai pas besoin que tu me dises ah oui, c'est super, bravo, c'est génial et tout. Moi, je peux juste comprendre. Mais bon, ça, c'est le biais humain de la politesse. Quand t'es en face de quelqu'un qui dit regarde, c'est génial, tu vas pas lui dire non, c'est nul. Non, pas tant. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est compliqué. Génial. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir sur Schoolab ou chez Edgar que vous avez faites et que tu referais demain, que vous pensez que vous avez vraiment tapé en plein dans la cible et que du coup tu referais sur un nouveau projet? Je pense un truc qu'on a bien fait. En tout cas, des histoires marrantes qui ont donné des trucs cool. Okay. C'est vraiment l'histoire de la démerde, quoi. Ouais. C'est, à nouveau, c'est un peu en lien avec ce que je disais avant en fait, faut oser faire les choses. Sur un ancien projet pour Schoolab, on devait recruter des utilisateurs qui prennent le métro. Okay. Et du coup, on avait collé des affiches dans les toilettes. Parce que c'est un moment où tu passes du temps, en fait, t'as rien d'autre à foutre, et tu vas sur ton QR code et tu fais un typeform, en fait. Très bon. Et ça avait super bien marché, parce que l'usage, t'es là, tu fais rien, t'es sur ton téléphone, la plupart du temps, peu importe ce que tu fais. Ouais. Voilà. C'est un super bon moment pour avoir la personne un peu engagée dans ton truc. Et après... faire des choses qui... Plutôt sur Edgar, là, pour le coup... déjà, ne pas avoir peur de changer de stratégie du jour au lendemain quand tu vois qu'il y a un truc qui marche pas. D'accord. Nous, c'est notamment sur nos réseaux sociaux, on a changé 40 fois le calendrier édito et notre stratégie édito depuis le début, depuis qu'on a commencé vraiment à bosser dessus. Jade, qui bosse avec nous sur la com, pourra en témoigner. Ouais. Mais ouais, on a changé beaucoup de fois parce qu'on est hyper attentif aux signaux. Ouais. Ça sert à rien de t'obstiner dans un truc quand ça marche pas. Donc en fait, ça marche pas, on change de façon de faire. Et donc voilà, de savoir pivoter assez rapidement. Un peu plus complexe sur du produit, mais voilà, sur ce que tu peux, sur la manière dont tu adresses ta cible, dont tu communiques avec elle, dont tu gardes contact, dont tu essaies de l'engager. Faut pas avoir peur de tester des trucs et de pivoter rapidement. Et d'essayer de leur apporter de valeur, d'essayer d'apporter de la valeur à tes utilisateurs ou à tes cibles, pas uniquement dans ton produit en fait, mais dans ta boîte en entier. Nous, c'est un truc qu'on porte énormément chez Edgar. Notre mission, c'est pas uniquement de faire une app en fait. C'est vraiment de transformer le quotidien des gens qui se lancent en indépendant, qui vendent du service, pour qu'ils puissent vivre de leur passion et être plus libres en fait. Carrément. Et du coup, ça passe pas que par notre super app qui les aide à gérer vraiment la partie admin de leur business au quotidien, mais c'est aussi mettre en avant des portraits d'artistes que nous on trouve super inspirants pour aider des nouvelles générations d'indépendants à se lancer. Et voilà, les accompagner de manière un peu plus complète sur se lancer et réussir à avoir un business qui tourne et dans lequel tu es heureux, quoi. C'est important de donner pour recevoir de plus en plus de gens qui le font, et ça c'est cool.
Puis c'est souvent inspirant, donc c'est chouette. Ouais, et puis nous, on a la chance d'avoir cette double casquette-là aussi. Aujourd'hui, on est entrepreneur, mais on en a coaché plein des entrepreneurs aussi. Donc en fait, on connaît aussi les galères de, tu te lances en indépendant, t'as l'URSSAF qui te saoule, faut trouver sa forme juridique, tu vois, même des trucs comme ça qu'on n'adresse pas du tout avec notre app aujourd'hui. Peut-être dans un futur proche ou éloigné. Mais c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. Tu vois, c'est ça aussi, c'est capitaliser sur les ressources que tu as, toi et ta team. Ça sert à rien d'aller... Enfin, tu as des compétences, même si elles ne sont pas liées directement à ta cible ou à ton business aujourd'hui. Tu as forcément des trucs à apporter et parfois le fait d'avoir un pied de côté, c'est hyper riche aussi, justement. Ouais, carrément. Voilà. Et puis on se rend pas compte, mais ça se trouve, ça intéresse vachement. Ouais, exactement. Tu as de la valeur à apporter par tes expériences, par ta passion, par plein de choses, quoi. C'est clair. Alors pour parler du pivot, parce que c'est une thématique qui est plutôt, on va dire, récurrente, ou en tout cas prégnante quand on lance un produit. Effectivement, c'est important de savoir pivoter, mais encore faut-il savoir quand le faire entre résilience et puis, on va dire, pivoter peut-être trop tôt, justement. Comment tu mesures ça? Est-ce que tu t'établis des deadlines? Un peu ce que vous avez fait chez Edgar et toi chez Scout Lab, comment vous avez un peu identifié ça? Qu'est-ce que vous êtes dit? Nous, on se pose la question du pivot, je pense, toutes les 2 semaines. Ok. Depuis qu'on a commencé. Petit pivot ou pivot monumental qui changerait l'intégralité de la startup, du projet. Très bien. C'est une question qui revient assez régulièrement. Parfois ça m'énerve et je leur dis bon, en fait ça suffit maintenant, on a décidé un truc, on s'y tient. Mais en même temps je trouve que c'est hyper important de toujours un peu se poser la question de ok, est-ce que la décision qu'on est en train de prendre c'est la bonne? Et en fait à chaque fois que tu prends une décision, de te poser cette question là, ok, c'est de la décision qu'on prend là maintenant, c'est pour aller où et c'est basé sur quoi? Et en fait, au moment où tu as une décision qui est complètement en rupture avec ce que tu fais aujourd'hui, ou en tout cas ta décision c'est en fait ça marche pas, et donc il faut qu'on trouve autre chose. Tu vois, si tu as un peu de données qui te montrent que en fait ça fait 6 mois que j'essaie de faire de l'acquisition sur une proposition de valeur et ça marche pas, il faut pivoter a priori, parce que si tu fais pas d'acquise, si tu as zéro traction et que ta proposition de valeur elle tient pas la route, bon, là il faut repartir faire un peu d'observation, refaire un peu de discovery et creuser. Et ça aussi, tu vois, nous, avant de prendre des décisions, souvent on repart en discovery. C'est un truc qui revient de manière assez régulière. De dire, ok, si on veut prendre une décision qui a un gros impact sur la boîte ou sur le produit, on demande, en fait. Si on n'a pas une conviction intime hyper forgée parce qu'on en a parlé avec des utilisateurs, parce qu'on a vu dans l'usage, parce qu'on a identifié des signaux faibles dans leurs usages à eux sur les réseaux, si on a le moindre doute, on va parler aux gens. Et on retourne en discovery avec des nouvelles personnes, on pose des questions un peu différentes et on se forge une opinion. Et s'il faut, on change, quoi. Nous, on repriorise des trucs assez régulièrement en fonction de les retours qu'on a, les retours aussi sur le produit, les retours sur l'acquisition et tout. Donc on est hyper attentif à ça. Après, il faut faire attention aussi à ne pas être en mode grosse spirale où en fait, du coup, tu t'arrêtes jamais sur rien. Mais voilà, nous, on s'est fixé un peu notre cap, quoi, notre ligne directrice. C'est là où on veut aller, c'est là nos objectifs. On a un peu des objectifs à long terme de, ok, dans X mois, on veut être à tant d'utilisateurs avec tant de feedback. On veut que telle et telle feature, en tout cas, tel et tel pain soit adressé. C'est important de se projeter, quoi. Mais au quotidien, et tu vois, toutes les semaines, on s'appelle 2 fois par semaine quand on passe pas des moments en vrai ensemble. Et on a un peu ces mini-instances entre nous de, ok, c'est quoi les gros sujets et comment on les adresse, de quoi on a besoin pour prendre une décision. Ce que je perçois à travers ce que tu me dis, c'est qu'il faut aussi s'assurer qu'on ait fait le nécessaire pour essayer d'atteindre son objectif. Donc notamment là avec la discovery et s'assurer effectivement d'aller challenger son besoin ou sa problématique avant de passer à autre chose et pas se dire j'ai pensé à ça, ça marche pas, mais est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour le tester et vérifier que ça marchait pas, quoi? Parce qu'effectivement sinon on tombe dans une boucle sans fin non, c'est clair, faut vraiment éviter ce truc de ah mais j'ai testé une fois et ça n'a pas marché donc je vais changer d'idée. Non, nous quand on parle de tester, on va rester plusieurs semaines ou plusieurs mois
sur une fonctionnalité ou sur un sujet qu'on veut vraiment aller tester. Si ça marche pas, bon, on se dit, ok, de quoi on a besoin pour continuer à tester ce truc-là? Est-ce que vraiment on doit continuer à tester ce truc-là? Est-ce qu'on le dépriorise pour l'instant ou est-ce qu'on l'abandonne complètement? Et c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, surtout quand tu as déjà dev des choses, quand tu as bossé sur un produit ou une partie du produit. C'est un peu ce truc qu'on disait à nos entrepreneurs à l'époque de non mais faut pas tomber amoureux de son produit. Évidemment que tu es amoureux de ton produit, tu bosses dessus. Tu l'aimes ton produit quand tu le fais, mais tu l'aimes encore plus quand il marche. Donc il faut être à l'écoute d'arriver à avoir est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça marche un petit peu mais on est encore un petit peu à côté, ou est-ce que vraiment ça marche pas du tout et là ça fait 6 mois qu'on est en train de galérer et il faut vraiment changer. Il faut trouver une solution. Carrément. Est-ce que tu aurais un conseil pour les entrepreneurs qui sont déjà on va dire, dans le milieu ou ceux qui veulent se lancer justement? Donc ça peut être une méthode, un livre, un voyage, que sais-je, quelque chose qui toi t'inspire, en tout cas que tu aurais aimé transmettre de par ton expérience. Ouais, je pense un conseil, j'allais dire un bon conseil, j'en sais rien si c'est un bon conseil. Le conseil que moi j'ai envie de donner, c'est de prendre ce moment-là d'entrepreneuriat comme une vraie introspection. D'accord. C'est un moment où tu vas apprendre sur toi-même comme tu n'as jamais appris sur toi-même, parce que tu es confronté à du stress, à de la tension, à des échecs, à des gens. Enfin, c'est intense comme expérience. De l'extérieur, c'est genre, ah ouais, entreprendre, trop cool, on monte une boîte et tout. En vrai, tu es tout le temps stressé. Tu es tout le temps dans le doute de est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? T'en sais rien, il n'y a personne pour te donner de cadre. Génial. Anaïs, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc toi ou les comptes d'Edgar, dis-nous un peu. Moi sur LinkedIn, c'est Anaïs Duflo. Et après, Edgar, on a aussi une page LinkedIn, mais surtout sur Instagram, c'est edgarab.io. Vous pourrez voir plein de jolies vidéos et aussi des reels des fondateurs qui sont en train de faire des trends à la con. Et ça, franchement, ça vaut le détour. Super, bah écoute, je mettrai tous les liens dans la description. Vous pourrez retrouver tout ça, aussi bien le lien pour accéder à la bêta que les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Anaïs, merci encore, c'était top. On a passé un bon moment, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!